Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Oasis de Physique Chimie. Dans cette vidéo, nous allons voir le circuit RLC série en régime sinusoïdal forcé pour les élèves de deuxième année baccalauréat sciences maths A et B. Pour les oscillations libres, on ne parle pas de générateur. Ça veut dire qu'on n'ajoute pas le générateur sur RLC. Par contre, dans le cas de régime sinusoïdal forcé, on ajoute un générateur. D'accord? Alors, on parle de régime sinusoïdal forcé lorsqu'on ajoute en série un générateur électrique au circuit, ça veut dire le circuit RLC, qui l'alimente d'une tension alternative sinusoïdale, c'est-à-dire qu'il impose un régime alternatif sinusoïdal à l'oscillateur. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le régime sinusoïdal forcé. Maintenant, on va voir le régime alternatif sinusoïdal. Et on commence par l'intensité du courant alternatif sinusoïdal. Alors, en général, l'intensité du courant s'écrit sous la forme suivante. I de t égale E max cos oméga t plus phi I. D'accord? On a déjà vu cette expression dans le circuit RLC. D'accord? Alors, avec E max et l'amplitude ou l'intensité maximale du courant, son unité dans le système international est l'ampère. D'accord? Oméga, c'est la pulsation du courant. D'accord? Qui est égale 2P sur la période et ainsi que 1 sur période égale la fréquence, donc égale 2P fois la fréquence, d'accord? L'unité de oméga, c'est radian par seconde, d'accord? Phi I est la phase à l'origine du temps, ça veut dire lorsque t égale 0. Et on la détermine à partir des conditions initiales. D'accord? Donc voilà l'intensité du courant alternatif sinusoïdal. L'intensité efficace du courant I. Alors on note l'intensité efficace d'un courant alternatif sinusoïdal par EF, ou bien IE, d'accord? Et on l'exprime par la relation suivante. Alors la relation entre l'intensité du courant efficace et maximale, c'est I efficace toujours égale E max sur la racine de 2. D'accord? Voilà, avec E ampère et aussi E max en ampère, d'accord? C'est l'unité de l'intensité du courant électrique. Donc voilà la relation entre l'intensité du courant efficace et l'intensité du courant maximal, d'accord? Pour mesurer l'intensité du courant efficace, toujours on utilise l'ampèremètre, d'accord? Donc l'ampèremètre indique la valeur de l'intensité efficace. Il faut faire attention. L'ampèremètre, il ne donne pas la valeur maximale, mais il nous donne la valeur efficace. Lorsqu'on veut mesurer la valeur de l'intensité du courant maximal par un appareil, tout simplement on utilise l'oscilloscope. D'accord? Donc la valeur mesurée par l'ampèremètre, c'est une valeur efficace. Par contre, la valeur mesurée en utilisant l'oscilloscope, c'est la valeur maximale. D'accord? La tension alternative sinusoïdale. Donc, la même chose, on a déjà vu cette expression. D'accord? C'est la tension en fonction du temps est égal U max cos oméga t plus phi U, d'accord? Avec UM, c'est l'amplitude de UT ou la tension maximale de UT. Son unité dans le système international, c'est le volt, d'accord? Oméga, c'est la pulsation, d'accord, de U de T. Son unité, c'est rad par seconde. Donc, elle se calcule toujours par cette expression. Oméga égale 2P sur la période égale 2P fois la fréquence. Oméga T plus phi U, c'est la phase de U à l'instant T. Son unité est rad
d'accord? Phi U, c'est la phase à l'origine du temps, ça veut dire à t égale 0, et on la détermine à partir des conditions initiales, d'accord? Maintenant, on va voir la relation entre la tension maximale et la tension efficace. La tension efficace. On note la tension efficace d'une tension alternative sinusoïdale par U efficace, ou bien UE, d'accord? Et on l'exprime par la relation suivante. Donc, U efficace égale U max sur la racine de 2, d'accord? U max en volts, alors U efficace aussi en volts. Pour mesurer la tension efficace, on utilise le voltmètre. Donc, le voltmètre indique la valeur efficace de la tension. Par contre, lorsqu'on veut mesurer la tension maximale, on utilise l'oscilloscope. D'accord? Toujours, attention. Alors, notion de la phase. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une phase? On considère deux grandeurs alternatives sinusoïdales. La tension et l'intensité du courant. D'accord? On appelle la phase de U de t par rapport à I de t, ça veut dire de la tension par rapport au courant, d'accord? C'est phi de U par rapport à I, d'accord? Égale phi U moins phi I, d'accord? Lorsqu'on veut calculer la phase de l'intensité du courant par rapport à la tension, on écrit tout simplement phi de I par rapport à U égale phi I moins phi U. C'est clair? Voilà ce qu'on appelle la phase. C'est la phase de U par rapport à I supérieure à 0, ça veut dire la phase de la tension supérieure à la phase du courant électrique. D'accord? On dit tout simplement que la tension U de T est en avance sur I de T. D'accord? Voilà. Alors, comme vous voyez dans la figure, U de T est en avance sur I de T. Qu'est-ce que ça veut dire en avance? Ça veut dire la tension apparaître avant U de T. D'accord? Voilà. Et on peut dire aussi que l'intensité du courant apparaître après l'apparition de la tension. D'accord? Si la phase de U par rapport à I inférieure à 0, ça veut dire phi de I inférieur à phi de I, d'accord? Donc on dit que la tension est en retard sur I de T. Ou bien on peut dire aussi que I de T est en avance par rapport à la tension, d'accord? La tension est en retard par rapport à l'intensité du courant. Ou bien l'intensité du courant est en avance par rapport à U de T. C'est clair? La période, c'est le temps entre la valeur maximale et la valeur maximale suivante, d'accord? On peut déterminer aussi la période essai, d'accord? Ça veut dire entre ces deux points. La durée entre la valeur maximale de la tension et la valeur maximale de l'intensité du courant électrique, c'est le décalage horaire, d'accord? Donc, elle s'appelle le décalage horaire, c'est clair? Alors, troisième cas, si la phase de la tension par rapport à l'intensité du courant électrique égale 0, donc, dans ce cas, on dit que la tension et l'intensité de courant sont en phase. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire en phase? Ça veut dire qu'il n'y a pas de retard ou bien d'avance entre une et l'autre. D'accord? La valeur absolue de la phase, ça veut dire phi de U par rapport à I, d'accord? Égale tout simplement 2P fois tau. Tau, c'est le décalage horaire entre la tension et le courant, d'accord? Sur la période. D'accord? Donc, c'est la valeur absolue de la phase. Donc, pour calculer la phase entre deux fonctions, on utilise
cette expression. D'accord? Donc la valeur absolue de phi égale 2P fois tau sur T. Avec tau, le décalage horaire entre UT et ET, et T, c'est la période. C'est la durée entre deux valeurs maximales successives. Maintenant, on va voir la notion de l'impédance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une impédance? Alors, on appelle Z l'impédance du circuit. Son expression est donc l'impédance du circuit égale la tension maximale sur l'intensité du courant maximal est égale la tension efficace sur l'intensité du courant efficace. D'accord? Donc voilà l'impédance. Ça veut dire c'est le facteur de proportionnalité entre la tension et l'intensité du courant. D'accord? Alors son unité dans le système international est oméga, ohm. D'accord? L'impédance Z dépend de la fréquence du circuit. Donc, il a une relation avec la fréquence du circuit. D'accord? Alors, on réalise le montage électrique ci-dessous. Voilà le montage. Alors, le montage contient GBF, générateur de basse fréquence, l'ampèremètre, la bobine, le condensateur et la résistance. D'accord? Donc, on fixe la tension efficace U égale 4 volts du générateur GBF, d'accord? On fait varier la fréquence N du générateur, ça veut dire la fréquence de GBF, d'accord? Et on mesure l'intensité efficace E du courant. On refait la même expérience pour deux valeurs différentes, d'accord? De la résistance totale, R totale. Alors, qu'est-ce que c'est que la résistance totale? C'est tout simplement, c'est la résistance du conducteur ohmique plus la résistance de la bobine. D'accord? Alors, dans ce circuit, le GBF joue un rôle d'excitateur. D'accord? C'est l'excitateur. Donc, le GBF, c'est l'excitateur. D'accord? Le circuit RLC joue le rôle de résonateur. Donc, le résonateur dans notre circuit, c'est RLC. Donc, lorsqu'on veut parler de résonance, il faut de l'excitateur et résonateur. D'accord? Donc, GBF, c'est l'excitateur et RLC, c'est le résonateur. D'accord? On donne la capacité du condensateur égale 0,47 microfarad. L de la bobine égale 5,2 millihenry. D'accord? Alors, d'après l'expérience, on obtient le graphe suivant. On obtient la figure de l'intensité du courant électrique en milliampères en fonction de la fréquence. D'accord? Donc, on a utilisé deux valeurs de résistance. L'une égale 37 ohms et l'autre égale 107 ohms. Donc, R1 en rouge et R2 en bleu. D'accord? Alors, N0, la fréquence N0 pour R2, c'est E02. Et pour R1, c'est E01. Donc, la fréquence de résonance. À la résonance, l'intensité efficace du courant prend une valeur maximale E0. Voilà. Voilà E0 pour R1 et voilà E0 pour R2. C'est clair? Donc pour R1 égale tout simplement 108 mA, voilà, presque 108, d'accord? Et pour R2 égale tout simplement presque 37,5 mA, d'accord? Alors maintenant, on va calculer la fréquence propre N0 du circuit. Donc on sait que NR égale N0 égale 1 sur T0, d'accord, égale 1 sur 2P, la racine de L fois C, d'accord. Donc il y a la valeur de L, il y a la valeur de C, donc tout simplement on va calculer N0, on trouve 3067, d'accord. Lorsque la fréquence N d'excitateur prend
une valeur égale à la fréquence propre N0 de résultateur, l'intensité efficace E du courant qui traverse le circuit sera maximale et est égale à 0. Alors, on dit dans ce cas que le circuit RLC série est en résonance. D'accord? Alors, on dit que RLC série est en résonance lorsque la fréquence d'excitateur, ça veut dire la fréquence du GBF, égale la fréquence du résonateur, ça veut dire du circuit RLC. Et on a déjà calculé, d'accord? Et l'intensité efficace E, d'accord, sera maximale et est égale à 0 tout simplement, d'accord? Alors l'impédance Z du circuit à la résonance. Alors pour la courbe de RA, d'accord, ZA égale U sur E01, d'après la figure précédente, d'accord? Donc on a la valeur de U, la valeur efficace, on a fixé la valeur de U à 4, et d'après la courbe, E01 égale 0,108, donc tout simplement égale 37 ohms. Donc est égal presque R1. Donc l'impédance du circuit à la résonance égale la résistance R1, c'est la résistance totale. Pour la courbe de R2, Z2 égale U sur E02 égale 4, on a dans les données, sur 0,0375, on a déjà trouvé cette valeur sur la courbe, égale 106, est égal presque R2. D'accord? Alors, à la résonance, l'impédance du circuit RLC est égale à la résistance globale du circuit. D'accord? Donc, l'impédance Z égale la résistance totale RT. La résistance totale, c'est tout simplement la résistance du conducteur ohmique plus la résistance interne de la bobine. La tension aux bornes du condensateur est égale à la tension aux bornes de la bobine. C'est clair? Dans le cas de la résonance, d'accord? Ça veut dire UC égale UL. Et on sait bien que UC égale E sur C oméga d'après l'expression de la tension et l'expression de l'intensité, d'accord? UL égale L oméga I, alors tout simplement L oméga égale 1 sur C oméga. Alors on trouve cette expression dans le cas de la résonance, d'accord? Le rôle de la résistance globale du circuit, ça veut dire de R plus R de la bobine, d'accord? Lorsque la résistance totale R, ça veut dire la résistance du conducteur ohmique plus la résistance de la bobine du circuit est petite, la résonance est aiguë. Dans le cas où R est grande, la résonance est floue, d'accord? La phase phi à la résonance. Les deux tensions I de T du générateur et R de T, ça veut dire la tension de la résistance, sont en phase. À la résonance, E de T et U de T sont en phase. D'accord? Toujours. Donc, phi de U par rapport à I égale 0. Ça veut dire la phase de la tension par rapport à l'intensité du courant électrique égale 0. Parce que la tension et l'intensité sont en phase. Alors maintenant, on va voir la bande passante du circuit RLC. La bande passante du circuit RLC est définie comme un intervalle continu des fréquences N1 et N2 du générateur tel que l'intensité du courant efficace supérieure et égale à 0 sur la racine de 2. D'accord? Alors, E0, c'est l'intensité maximale efficace à la résonance. On a déjà vu ça dans la courbe précédente. D'accord? La largeur de la bande passante est delta N est égal à N2 moins N1. D'accord? Donc, voilà notre courbe. Et voilà E0. D'accord? C'est la valeur maximale efficace à la résonance. D'accord? Et voilà E0 sur la racine de 2. Donc lorsque I efficace supérieur à E0 sur la racine de 2, d'accord, ça veut dire ici,
D'accord? Donc dans ce cas, on parle de la bande passante du circuit. Dans le cas où R, ça veut dire la résistance totale du circuit est petite, la résonance est aiguë. Ça veut dire delta N aussi est petite. Donc la largeur de la bande passante est petite. Et lorsque la résistance totale du circuit est grande, donc dans ce cas la résonance est floue. Et delta N, ça veut dire la largeur de la bande passante, est grande. D'accord? Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la bande passante du circuit RLC. Alors maintenant, on va voir le facteur de qualité qui. Alors qu'est-ce que c'est que le facteur de qualité qui? Alors on définit le facteur de qualité qui par un nombre sans dimension. Donc le facteur de qualité, c'est la fréquence 1,0 sur la bande passante. Pourquoi il est son unité? Parce que la fréquence sur la fréquence. D'accord? Et puisqu'on a oméga égale 2p fois la fréquence, donc on remplace la fréquence par oméga sur 2p, donc on peut écrire le facteur de qualité K en fonction de oméga. D'accord? Donc Q est égal à oméga 0 sur delta oméga 0. D'accord? C'est la différence de fréquence. Le facteur de qualité d'un circuit RLC mesure l'acuité de la résonance. Lorsque est élevé, la résonance est dite aiguë. Le circuit est sélectif car la bande passante est étroite. Deuxième cas, si le facteur de qualité est faible, la résonance est dite floue. Le facteur de qualité diminue lorsque la résistance R du circuit augmente. D'accord? Donc, elle dépend de la résistance. C'est clair? Expérimentalement, lorsque la résistance est aiguë, qui est grande, c'est-à-dire que la tension en borne du condensateur supérieure à la tension efficace et la tension en borne de la bobine supérieure à la tension efficace jusqu'à la détérioration des éléments du circuit LC. C'est pour cela qu'on doit l'éviter. D'accord? D'après la courbe et la résonance d'intensité et l'étude expérimentale, c'est la fréquence d'excitateur inférieure à la fréquence du résonateur. On a l'intensité du courant en avance de phase sur la tension. Alors, on dit que le circuit est capacitif. D'accord? Si N supérieur à N0, on a la tension en avance de phase sur l'intensité du courant. Alors, on dit que le circuit est inductif. En général, il y a trois cas. D'accord? Le premier cas, si l'intensité du courant et la tension sont en phase, alors dans ce cas, on parle de la résonance. D'accord? On parle du phénomène de résonance. D'accord? Voilà. Comme vous voyez dans la courbe, EG et UR sont en phase. EG, c'est la tension aux bornes du générateur et UR, c'est la tension aux bornes de la résistance. D'accord? Ça veut dire qu'elle représente l'intensité du courant électrique parce que d'après la loi d'Ohm, UR est égal R fois I. Alors, I égale UR sur R. D'accord? Donc, on peut utiliser UR au lieu de I de T. D'accord? Le deuxième cas, c'est l'intensité du courant est en avance sur la tension. D'accord? Voilà, comme vous voyez. Donc, U de R, ça veut dire qu'il représente l'intensité du courant, est en avance par rapport à la tension du générateur. Donc, dans ce cas, le circuit est capacitif. Troisième cas, si la tension au borne du générateur est en avance sur I de T, ça veut dire UR qui représente I de T, le circuit est inductif. D'accord? Donc voilà les trois cas. Alors maintenant, on va voir la puissance en régime alternatif sinusoïdal. Alors on commence par la puissance électrique instantanée, PE. D'accord? Alors on applique une tension I de T, d'accord?
aux bornes d'un dipôle X, d'accord, et il sera traversé par un courant E de T, d'accord, voilà, E de T. Puisqu'on parle du circuit RLC, alors le sens de E de T et le sens de la tension sont opposés. L'intensité de courant s'écrit sous la forme suivante et la tension aussi s'écrit sous la forme suivante. D'accord? La puissance électrique instantanée, ça veut dire dépend de T, d'accord? Alors, P de E égale tout simplement la tension fois l'intensité du courant. Donc, on remplace U de T par son expression et T par son expression, tout simplement. Donc, on trouve racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. Donc, I fois U, cos oméga T fois cos oméga T plus phi. Donc, voilà la puissance instantanée. Donc, elle dépend du temps. D'accord? Et on sait mathématiquement que cos oméga T fois cos oméga T plus phi égale 1 demi facteur de cos de oméga T plus phi plus cos phi. D'accord? Donc, on remplace cette expression par cette expression. D'accord? Donc, la puissance instantanée égale U fois I facteur de cos de oméga T plus phi plus cos phi. Donc voilà, c'est la puissance électrique instantanée. D'accord? Et toujours dépendue de T. D'accord? Alors maintenant, on va chercher la puissance moyenne. Donc la puissance moyenne. L'énergie électrique E reçue par un dipôle au cours d'une période T. Alors on sait que la puissance instantanée est égale à la dérivée de l'énergie électrique par rapport au temps. D'accord? Alors D de E égale la puissance fois D de T. Donc pour trouver E, on fait l'intégrale. D'accord? Donc l'intégrale de D de E, c'est E, est égale à l'intégrale de PE fois D de T. Alors E égale, tout simplement, on remplace la puissance instantanée par son expression. Voilà, d'accord? Alors est égal I fois I, l'intégrale de 0t de cos phi 2 dt plus l'intégrale de cos de pt plus phi. Donc voilà, donc on a deux termes. Alors dans le premier terme, il y a cos phi à l'intérieur de l'intégrale et cos phi ne dépend pas du temps, donc on peut la sortir de l'intégrale. D'accord? Donc il reste tout simplement UI facteur cos phi l'intégrale de 1 d de t. D'accord? Plus deuxième terme. D'accord? Donc l'intégrale de 1 d de t, tout simplement, c'est t. C'est clair? Pour le deuxième de cette intégrale, c'est le terme en fonction de t moins le terme en fonction de 0. D'accord? Ça veut dire on remplace t par la période moins on remplace t par 0. U fois I, facteur de cos phi fois t, plus moins sin 4p plus phi, plus sin phi. D'accord? Mathématiquement, sin 4p plus phi, c'est tout simplement sin phi. Donc, moins sin phi plus sin phi, c'est 0. Donc, ce terme égale 0. Alors, cette intégrale, tout simplement, égale 0. C'est clair? Donc, il reste le premier terme. Donc, on trouve E égale U fois I, facteur de cos phi fois t, plus 0. Donc, voilà l'énergie. Donc, E égale U fois I fois t, cos phi. La puissance moyenne est tout simplement l'énergie par t, par la période. D'accord? Donc, on remplace E par son expression et on simplifie par T, on trouve tout simplement P moyen égale U fois I cos de phi. D'accord? La puissance en watts
la tension en volts et l'intensité du courant en ampères. D'accord? Voilà, donc l'unité de la puissance, toujours, c'est watts. Avec cos phi et le facteur de puissance du circuit. D'accord? Alors, puisque la tension efficace égale l'impédance fois l'intensité du courant efficace, et cos phi égale R sur Z, d'accord? Donc, PM, tout simplement, on remplace cos phi par R sur Z, c'est clair? Donc, on trouve tout simplement PM égale R fois I au carré. Parce qu'on a remplacé tout simplement U par Z fois I et cos par R sur Z, on trouve tout simplement PM égale R fois I au carré. Donc, la puissance en watts, l'intensité du courant en ampères et la résistance en ohms. Donc, tout simplement, on trouve que la puissance moyenne dépend de la résistance totale. Alors, on peut conclure que dans un circuit RLC série, la puissance électrique moyenne ne se consomme que par la résistance globale, R, par effet de Joule. Ça veut dire le condensateur et la bobine ne consomment pas l'énergie. D'accord? Voilà, c'est la fin de cette vidéo et la fin de la leçon. Merci de votre attention. Et je vous souhaite bon courage, bonne continuation et plein de succès.